vous nous entendez? Voilà, c'est Voilà. à travers celui-ci. Alors, honneur aux dames, donc c'est moi qui suis en charge de l'introduction. Et je vais commencer par ouvrir cette table ronde par un dicton africain du peuple Yoruba au Nigeria, qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». À différentes époques et dans différentes cultures, l'idée que l'éducation des enfants est une responsabilité partagée de toute une communauté a été largement acceptée. Alors, lors de notre intervention, nous allons tenter de situer ou de questionner déjà qu'est-ce que la parentalité aujourd'hui? Qu'en est-il devant les nouvelles formes de parentalité possibles? Qu'est-ce qu'être père? Qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce qu'être mère? Qu'est-ce qu'être femme? Qu'est-ce que les nouvelles parentalités? Quel est le rôle, la fonction et les enjeux de la limite? Alors, on va tenter de commencer par évoquer ce qui définit la parentalité, en quoi elle consiste. La parentalité désigne les mécanismes psychiques et affectifs à l'œuvre chez tous parents en devenir pour répondre aux besoins de son enfant. Il s'agit d'un processus de maturation psychique qui se développe aussi bien chez la mère que chez le père. Le mot parent, son étymologie latine, latin parere, qui signifie à la fois engendrer et accrocher. Donc ce terme signifie et réalise à la fois la condensation d'une institution symbolique et d'une relation affective. Le concept de parentalité traduit pleinement la qualité du lien qui unit un adulte à un enfant, que ce soit un lien biologique ou fondé sur la volonté que le parent soit un homme ou une femme, qu'il s'inscrive dans telle ou telle configuration familiale. Aujourd'hui, la moitié des enfants naissent hors mariage. Face à la famille traditionnelle, constituée d'un couple marié et d'enfants, de nouveaux modèles s'imposent, l'union libre, Pax, famille monoparentale. Donc, l'évolution de cette parentalité est en lien avec notre histoire commune, du désir d'enfant à l'éducation, en passant par la conception et par la grossesse. Il est important de comprendre ces changements pour sortir du conditionnement sociétal quant à l'éducation de nos enfants. Je vais passer la parole maintenant à Michel Klein pour continuer sur ce qui pourrait constituer une définition de la parentalité. Oui, cette définition vient d'être assez largement évoquée déjà de toute façon. Je rajouterai juste que parentalité, quand on entend le terme, on a l'impression que c'est quelque chose qui existe depuis toujours, enfin depuis longtemps en tout cas. Eh bien non, c'est un néologisme qui date de la fin du XXe siècle, donc c'est assez récent en fait. C'est le signifiant en tant que tel qui m'a intéressé. Puis j'ai regardé, oui, j'ai été chercher chez Wikipédia comme tout le monde un petit peu ce qu'on pouvait en trouver. Wikipédia, ça n'est pas rien d'ailleurs dans ce qui nous réunit ce soir en fait. Ça ne m'étonne pas. On ne m'entend jamais. On vous entend mieux. On va aller chercher le filet de voix quelque part. Voilà, donc je disais que parentalité est un néologisme datant de la fin du XXe siècle. Contrairement aux apparences, quand on entend ce terme, on a l'impression qu'il existe depuis toujours pratiquement. Alors la parentalité, je ne reprends pas les définitions qui ont été déjà données, simplement pour dire qu'elle se définirait, on aime bien le conditionnel, là, selon trois axes nommés l'axe de l'exercice, l'axe de l'expérience et l'axe de la pratique de la parentalité. Je détaille un tout petit peu, c'est assez drôle. Ça ne vous fera pas rire du tout, mais c'est assez drôle. L'axe de l'exercice de la parentalité peut se définir comme se rapprochant du domaine juridique puisqu'il regroupe l'ensemble des droits et des devoirs qui se rattachent à la fonction parentale et à la filiation. À titre d'exemple, on peut citer l'autorité parentale ou encore la transmission du nom. C'est un peu rapide. L'axe de l'expérience de la parentalité pourrait être qualifié d'axe du ressenti de la parentalité. Il est en effet intimement lié à l'affect. Il souligne l'importance du décalage entre l'enfant imaginaire et l'enfant réel et son incidence sur le fait de se sentir ou non parent d'un enfant. L'axe de la pratique de la parentalité se définit par l'ensemble des actes de la vie quotidienne de l'enfant, alimentation, éducation, soins. Cet aspect de la parentalité peut être délégué à une tierce personne dans le cas de placement de l'enfant, notamment. Et voilà pourquoi votre fille est mouette.
j'ai trouvé un terme extraordinaire. Je trouve qu'on n'a plus besoin de... On peut effectivement maintenant se passer des signifiants père et mère, les remplace allègrement une figure d'attachement principale. Je te repose la parole pour l'instant. Très bien. Oui, Le son. Les découvertes de Freud sur l'esprit humain et les troubles psychiques ont marqué le début d'une nouvelle façon de considérer l'enfant. Elle encourage à donner de l'importance aux jeunes enfants et à la relation parent-enfant, parce qu'interroger la parentalité, c'est aussi interroger la place de l'enfant. L'entrée de la psychanalyse en pédiatrie va participer à l'évolution de la parentalité qui émerge avec le développement de nouvelles formes familiales et la remise en cause des principes éducatifs. On veut assurer le bien-être et la réussite sociale de l'enfant. D'ailleurs, en 1969, parution de la revue Parents, qui traduit le besoin de mettre en place une meilleure éducation, la recherche de nouveaux repères et la découverte d'études au sujet de la santé et de l'éducation des enfants. Dans notre société, c'est la transformation du lien entre l'adulte et l'enfant qui définit l'évolution de la parentalité. Alors, qu'est-ce que la théorie psychanalytique propose comme outil d'orientation en ces temps modernes où, avec le discours de la science, tout ou presque devient possible, où le rôle et la fonction structurante de la limite semblent disparaître? Avec la spécificité de la clinique que nous rencontrons au quotidien, nous choisissons plutôt de profiter des concepts de psychanalyse pour appréhender avec le plus de justesse ce qui se présente dans un monde en pleine mutation. Dans ces familles en évolution, ces jeunes appartiennent à cette génération des enfants de la science et des réseaux sociaux à qui tout semble possible. Certaines avancées, en effet, dépassent largement nos capacités de les penser. Ouvrent sur un autre monde, un monde inconnu, où l'on pourra être homme et mère, femme et père, grâce à des transformations hormono-chirurgicales et à des techniques de procréation. Alors, qu'est-ce qu'un vrai homme, une vraie femme? Ces questions sèment le trouble depuis un certain temps et renvoient le plus souvent à la pluralité et à la complexité. Mais questionner ce que sont un vrai père ou une vraie mère, là, ça bouscule les représentations de l'enfant que nous avons été lorsqu'il construisait son univers intérieur sur la constatation de la différence des sexes. Avec la promulgation de la loi du 17 mai 2013 autorisant le mariage entre personnes de même sexe en France, également qualifié de mariage homosexuel ou mariage pour tous, et qui consiste en la possibilité pour un couple de 2 hommes ou de 2 femmes de contracter un mariage civil, auparavant réservé à un homme et à une femme, nous assistons à la deuxième révolution de la famille. La première était celle de 1789, où l'on passe du modèle religieux exclusif au modèle du mariage civil. La panique, l'horreur, le rejet de ce qui vient bouleverser cette construction sont au premier plan, comme on l'a vu, lorsque la possibilité du mariage pour tous et de la filiation homosexuelle faisait descendre bien des gens dans la rue sous des banderoles roses et bleues. Comment des enfants peuvent-ils être conçus si ces repères que l'on voudrait immuables deviennent interchangeables? Comment se détacher de cette matrice hétérosexuelle qui structure la pensée sans entrer en confusion délétère portant sur la différence des sexes et des générations? La légitimité se loge aujourd'hui dans la pluralité et la diversité. Nous ne sommes pas une accumulation de caractéristiques qui seraient censées nous définir. Nous sommes avant tout le fruit d'une histoire et d'un ensemble de relations qui nous modèlent et nous transforment en permanence. Nous avons à nous y préparer, parce que bientôt les femmes transsexuelles, de plus en plus nombreuses, vont engendrer en se servant de leurs spermatozoïdes, des hommes transsexuels qui vont accoucher sans vouloir perdre leur statut de père. La question trans n'est certes pas l'affaire de tous, tant s'en faut, mais en disjoignant les questions de genre et de patrimoine génétique des parents, elle interpelle encore un peu plus le postulat de l'indispensable complémentarité des hommes et des femmes à la base de la cellule familiale.
Après cette introduction du sujet de notre table ronde de ce soir, il me semble important de recontextualiser la découverte et l'évolution de la psychanalyse. Alors, imaginez, fin du XIXe, dans une Vienne bourgeoise hétéronormée, quand Freud introduit le complexe d'Oedipe et le complexe de castration, deux complexes indissociables, attachés même à l'idée de psychanalyse. Freud fait scandale. Que le petit garçon puisse être amoureux de sa mère, qu'il puisse la désirer sexuellement, avoir des érections à son endroit, qu'il puisse désirer un enfant d'elle, voilà qui était sacrilège et venait souiller l'idée de pureté et d'innocence attachée à l'enfance. Du côté de la petite fille, on voulait bien admettre qu'elle fût un peu coquette avec son père, c'est tellement évident, mais qu'elle puisse le désirer sexuellement et en vouloir un enfant, là, cela dépassait l'imagination et l'entendement. Donc la nouvelle théorie du psychisme humain, fondée sur l'idée d'un inconscient dominé par la pulsion sexuelle, Freud dira entre autres « l'enfant est un pervers polymorphe ». Freud est celui par qui le scandale arrive. Alors, il faut savoir que c'est en travaillant sur ses propres rêves que Freud découvre l'inconscient, ce savoir qui ne se sait pas. Et c'est en les confiant à un ami ORL du nom de Fliss, en prêtant à ce chatouilleur de nez, comme l'appelle ironiquement Lacan, un savoir qu'il n'a pas, que Freud découvre sur lui-même les complexes d'Oedipe et les complexes de castration, et le complexe de castration. C'est après avoir pratiqué sur lui-même une psychanalyse originelle, selon l'expression d'Octave Manoni, qu'il invente la méthode de la cure analytique, qui permet, avec la collaboration et avec le travail de celui qu'on appelle aujourd'hui l'analysant, d'aller à contresens de la pente commune aux humains, ne rien vouloir savoir de tout cela. Ce qu'il convient de souligner, c'est que la psychanalyse s'est élaborée très progressivement, avec de longues années de recherche, d'essais, d'espoir, de désillusion. Freud lui-même reprochait aux critiques de négliger cette évolution. Je cite, « On dirait que pour eux, l'analyse est tombée du ciel ou sortie de l'enfer, qu'elle est figée tel un bloc de lave et non péniblement réunie au prix d'un travail méthodique. » Aujourd'hui encore, bien des zélateurs ont pris la suite des critiques dans leur indifférence du temps et dans l'amalgame qu'ils font, par exemple, de citations qui séparent parfois des propos tenus avec des dizaines d'années d'écart. Comme si le parcours clinique et psychanalytique de Freud ne s'était pas étalé sur plus de 50 ans, soit de 1886 à 1939, marqué au niveau de la pratique par des modifications techniques concomitantes. Celles-ci apparaissent en effet liées à l'épreuve d'idées théoriques qui se précisaient elles-mêmes à la suite de difficultés cliniques. On oublie trop souvent ce que pouvait avoir de révolutionnaire la pratique médicale de Freud en une époque où les traitements électriques, l'isolement, l'hydrothérapie, les massages, la suggestion hypnotique ou le plus parfait mépris sadique constituaient le seul arsenal thérapeutique du neurologue débutant. Il est bien vrai que l'on ne pratique pas la psychanalyse comme cela se faisait du temps de Freud, mais non moins remarquable de constater que Freud lui-même a modifié au long de ces années les conditions de son approche des patients qui venaient le consulter. Jacques Lacan a commencé son enseignement en prenant le retour à Freud et en se présentant comme son lecteur. Lecteur ne signifie pas qu'il se posait en interprète prétendant expliquer ce que l'auteur veut dire, mais de reprendre les concepts légués par Freud afin de les débarrasser de leurs ambiguïtés. Je laisse la parole à Michel maintenant qui va nous parler du tabou de l'inceste, un interdit universel réprimé par la loi civile et pénale. Oui. Bon, vous me dites si vous m'entendez, ça va ? C'est bon. Donc, selon une conception courante, la famille représente la cellule primordiale de la société.
On pourrait dire que, d'une certaine façon, elle constitue l'encadrement social de la procréation et de l'élevage. Cette conception est difficile à admettre, à moins de reconnaître que, loin d'être composée de familles, c'est la société qui, au contraire, trace les lois du mariage, présidant à la constitution de la famille, et que ces lois font partie intégrante des règles de la parenté. De fait, c'est l'étude inaugurale faite par Morgan qui a mis en relief le rôle principal que l'interdiction de l'inceste joue dans la vie des sociétés humaines. Donc, le tabou de l'inceste est la norme sociale qui rejette les pratiques sexuelles entre individus de même parenté et qui aboutit à la prohibition de l'inceste dans toutes les sociétés connues. Les fondements de ce tabou sont un sujet de réflexion et d'étude depuis que Sigmund Freud et puis surtout Claude Lévi-Strauss ont fait de l'interdit de l'inceste un préalable nécessaire à la structuration des sociétés humaines. Donc Claude Lévi-Strauss conçoit la prohibition de l'inceste comme une forme positive d'échange des femmes vers une pacification des relations accordant à l'alliance pour une complémentarité sociale et affective. Oui. Dès lors, selon cette approche structurale, la prohibition de l'inceste serait ce phénomène faisant passer de la nature à la culture. Donc, pour reprendre ce que je venais de dire à l'instant, donc on sait que Claude Lévi-Strauss considère les structures dites élémentaires de la parenté comme des codifications de l'alliance. Vous m'entendez toujours pas? Non. Ben, on essaye. Ça va mieux? Bon. Alors, on va reprendre. De toute façon, pour l'instant, ce que je dis ne m'intéresse pas beaucoup jusqu'à présent. Là. Vous non plus, a priori. Voilà, donc on sait que Claude Lévi-Strauss considère les structures dites élémentaires de la parenté comme des codifications de l'alliance, celle-ci étant, selon lui, un cas particulier de l'échange universel qui constituerait le fait social fondamental, et qu'il envisage ces structures comme des systèmes d'échange de services et de biens, ou encore de communication des messages. Cette conception indienne, telle que Lévi-Strauss la recueille, de la loi de l'interdiction de l'inceste comme une loi d'échange, si elle suffit à expliquer l'exogamie, donc l'échange des femmes, n'explique pas l'interdiction de l'inceste. Il n'y a rien dans la perspective de cette théorie qui empêcherait, par exemple, qu'on confie l'initiation du jeune garçon à sa mère avant de le lancer sur le marché des hommes mariables ou encore des preneurs de femmes. Au-delà de la transparence de l'échange, de sa familiarité apparente, écrire avec un crayon sur du gris, c'est pas une bonne idée. Il y a un autre champ plus obscur, plus étrange, celui du fantasme. Rappelons en effet que Freud a commencé à travailler sur des traumas réels. Il s'agissait, dans sa première conception théorique, de femmes qui avaient été abusées par leur père, en fait. Et à un moment donné, la nécessité de la clinique, en fait, qui lui fait dire que ce n'est pas possible que tous les pères soient des pervers, il y a nécessité à introduire quelque chose d'autre qui est le fantasme. Dès lors, je le cite simplement parce que dès lors, effectivement, cette question de l'interdiction de l'inceste qui paraissait relativement claire l'est beaucoup moins, en fait. Donc, au lieu d'être considérée comme la fine fleur d'un progrès continu vers la civilisation, la famille nucléaire est maintenant reconnue, notamment grâce aux travaux de l'école de Cambridge, comme un phénomène universel. Pour autant, alors ce qu'il faut voir, je pense qu'il faut peut-être voir, c'est qu'effectivement la loi d'interdiction de l'inceste est quelque chose qui vient de l'extérieur, en fait, qui vient de l'extérieur pour entrer dans le cadre de la famille et qui est appliquée ensuite d'une façon ou d'une autre, en fait. Donc, il nous faut certainement, là, effectivement, s'en tenir à la question de l'interdiction de l'inceste permet d'avoir qu'une vue relativement restreinte et une vue un petit peu globale, mais qui laisse dans l'ombre, en fait, un certain nombre de pans. Rien n'est dit, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Pour explorer ce qui se passe à l'intérieur de la famille, il nous faut effectivement convoquer les lumières de ce que Freud amène, également d'ailleurs sous le sceau de l'universel, à savoir le complexe d'Oedipe. Je crois que c'est quelqu'un d'autre qui doit poursuivre.
Yves-Paul Merci. prend la parole sur le complexe Oui, d'Oedipe. non, un seul, ça devrait suffire. Un seul. Ouais, ça devrait suffire. Merci. Alors, l'Oedipe, ou le complexe d'Oedipe. On pourrait le définir simplement, j'allais dire, dans une définition tellement courante, connue. C'est d'un côté le rapport, Michel vient de le dire, le désir de rapport amoureux avec le parent de sexe opposé, l'inceste, et d'un autre côté le désir de tuer le parent du même sexe, le parricide ou le matricide, pardon, parricide. Mais cette définition, c'est absolument, on ne peut rien en faire. Alors, je pense qu'il faut qu'on retourne directement au mythe d'Oedipe, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, à travers notamment des textes de Sophocle. Et Sophocle avait écrit 3 pièces qu'il a fait représenter donc environ entre 430 et 420 avant Jésus-Christ. Donc ces 3 pièces, c'est Oedipe roi, Oedipe à Colonne et Antigone. Je vais également agrémenter la relecture du mythe d'Oedipe à travers un travail tout à fait passionnant de Pierre Bayard, humoristique, amusant, mais ô combien passionnant et qui nous permet de reprendre quelques questions. Son ouvrage, il l'avait intitulé « Oedipe n'est pas coupable ». Alors, Oedipe. Oedipe, il est le fils de Laios et de Jocaste. Mais l'histoire ne commence pas là. L'histoire commence déjà la génération d'avant. Laios, avant qu'il ne rencontre Jocaste, avant qu'il ne l'épouse, avait été chassé une première fois de Thèbes, avant d'y revenir plus tard. Il sera en fait à ce moment-là à l'origine d'un événement qui sera l'enlèvement de Chrysippe. Chrysippe, c'était le fils de Pélops, j'y arriverai, et c'était Pélops qui a demandé à Laios d'apprendre à conduire un char à son fils. Mais Laios est tombé fou amoureux de ce garçon. Et il est tombé fou amoureux de ce garçon, et quand passage à l'acte il y a eu, Chrysippe se suicide. Dans certaines lectures du mythe, dans d'autres, il aurait été assassiné, enfin, peu importe, il meurt. Mais c'est de là que viendra quelque chose qui va mener toute l'histoire d'Oedipe. C'est une malédiction qui sera posée par Apollon, c'est la malédiction des Labdacides. Bon, ça c'était l'histoire. Apollon dit quoi ? C'est qu'en fait, Laios ne doit pas avoir de descendants. Mais il n'a pas dit que ça, parce qu'il y a eu d'autres, j'y viendrai plus tard, d'autres sanctions qui sont tombées sur le peuple aussi. Donc Laios revient pour épouser Jocaste, monte sur le trône à Thèbes, et les années passent, ils n'ont pas d'enfants. Laios monte vers Delphes et va aller consulter l'oracle, la Pythie, qui va lui dire c'est bien que tu n'aies pas eu d'enfant, mais surtout, il ne faut pas que tu en aies parce que tu vas mourir de la main de ton fils et il va épouser Jocaste. Julien ? Oui. Merci. À ce moment-là, toujours... Oui, attends, merci, mais c'était juste pour que tu... Voilà. Là-dessus, Laios se retrouve un jour en état d'ébriété très très avancé et Jocaste aurait réussi à avoir un enfant de lui. Mais Laios aurait, pendant toute la durée de la grossesse, parce que quand il a découvert qu'elle était enceinte, cherché à mettre un terme à cette grossesse, toujours du fait de l'oracle de la Pythie. Mais elle s'est apparemment défendue parce que l'avortement n'existait pas, on est bien d'accord. Elle aurait dû mourir, c'était à peu près la seule chose qui pouvait se passer. Et elle a donné naissance à un enfant.
Alors, dans certaines lectures je veux dire, là, j'ai retrouvé là une lecture du mythe où c'est Laios qui aurait marqué Oedipe à la cheville, enfin au pied. En fait, si on lit bien Sophocle, non, c'est pas Laios, c'est bien la mère. C'est bien la mère qui marque son fils, qui lui mettrait ou un ruban ou un anneau, quelque chose de cette nature, et décide de l'emmener dans la montagne. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo. L'emmener dans la montagne pour qu'il soit dévoré par les animaux et qu'il disparaisse ainsi. Le berger qui emmène l'enfant, le bébé, dans la montagne, n'arrive pas à se décider à l'abandonner et le confie au couple du roi et de la reine de Corinthe. Hein, pour vous donner une idée, de Thèbes à Corinthe, il y a quoi, 60-70 km. Hein. Il confie Oedipe et on va dire que Polybos et Mérope sont les premiers parents adoptifs. Alors, l'histoire d'Oedipe va très bien, il va très bien. Très intelligent, très brillant, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il apprend par un ivrogne qu'il est un enfant trouvé. Il ne comprend pas. Alors il décide lui-même d'aller interroger la Pythie à Delphes. Il monte depuis Thèbes, depuis Corinthe, il monte. Et c'est là que, voilà, arrive un événement. Ce petit film, c'est un film que j'ai tourné avec un ami pendant ce mois de novembre. Cette année, on était sur le site où, selon le mythe, Oedipe aurait tué Laios. C'est à la croisée de chemins entre Delphes, qui est au nord, Thèbes, qui est au sud, et Davlia, qui est vers l'est. Et vous voyez, ces routes, hein, c'est vers Davlia. La route qui part par là en bas, c'est la route qui monte sur Delphes, et la route qui arrive, c'est la route de Thèbes. Donc, Oedipe croise à ce moment-là, Laios, et on ne sait pas, est-ce que c'est le cheval qui aurait piétiné le pied d'Oedipe qui était enflé? Souvenez-vous, Oedipe pied enflé, hein, Oedipe est handicapé. C'est un handicapé quand même, hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Oedipe se serait fâché, il serait fâché tout rouge, et il aurait décidé de tuer tout le monde. Alors, j'ai du mal à imaginer le roi de Thèbes, sa garde rapprochée, se faire décimer par handicapé. C'est quand même bizarre. Mais bon, admettons cette histoire, il tue Laios, et puis le temps passe. Oedipe continue à errer dans la région. Belle région. Et à un moment donné, il croise, en se rapprochant de Thèbes, le Sphinx. Avec sa célèbre question, hein, qu'est-ce qui marche à 4 pattes, à 2, à 3? L'homme, évidemment, et le Sphinx se jette alors dans une de ces falaises et disparaît, libérant alors, et c'est là où je veux en venir, Thèbes, d'une des autres punitions divines, la peste. Gardez toujours à l'esprit la peste parce que c'est un temps très important dans l'histoire. Mais était associé aussi, à partir du moment que quelqu'un pouvait tuer le Sphinx et donc libérer la ville de la peste, il pouvait épouser Jocaste qui était veuve. Ils ont 4 enfants. Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène.
Et puis tout va bien pendant des années, jusqu'à un moment donné, la peste revient. Ah, le retour de la peste. Souvenez-vous, je vous avais dit, la punition divine par Apollon, c'était que Laios ne doit pas avoir de descendants. Ben, il y en a un qui lui-même en a 4. Je veux dire, la sanction divine n'a pas fonctionné. D'autre part, la sanction qui est la plus connue, enfin la plus marquante pour la population, qui concerne, j'allais dire, autant les héros, hein, Oedipe et compagnie, et d'un autre côté les humains, la peste. Et donc la question, c'est de savoir, mais qui a vraiment tué Laios? Et c'est de là que viendrait réellement la question de la libération de la ville. Oedipe cherche, ne trouve pas, il interroge, notamment Tirésias, personne ne répond. Mais la peste est toujours là. Et puis un jour arrive un messager qui vient de Corinthe. Polybos est mort. Polybos est le père adoptif, souvenez-vous. Et la ville de Corinthe demande à ce qu'Oedipe soit le roi de Corinthe. Oedipe dit surtout pas. Surtout pas. Parce qu'il était passé, hein, quand il a croisé Laios, souvenez-vous, il redescendait de Delphes, lui. Il a eu l'information qu'il tuerait son père et qu'il épouserait sa mère. Et ça, c'est pas possible. Alors il refuse d'aller prendre le pouvoir à Corinthe, mais la peste étant toujours là, il faut commencer à creuser un peu qui est responsable de cette maladie. Et puis ils ont retrouvé le berger qu'ils ont fait venir et qui a effectivement rappelé que oui, et que c'était bien Oedipe et que c'était bien l'enfant qu'il n'a pas abandonné, qu'il avait vraiment confié au roi et à la reine de Corinthe, et que oui, il était revenu, et que à ce moment-là, ce que tout le monde connaît, Jocaste se suicide et Oedipe se crève les yeux avec la fibule de sa mère, ou de sa femme, comme vous voulez. À un moment donné, il y a Créon, le frère de Jocaste, qui vient prendre un peu le pouvoir, mais il confie très vite la cité, donc Thèbes, aux enfants. Et le premier à prendre le pouvoir, parce qu'il décide que chacun serait roi une année sur deux, hein, les années paires, les années impaires, le premier qui commence, c'est Théocle, le plus jeune des fils. Et Théocle, au bout d'un an, il dit « Oh, non, je suis très bien là, moi, je n'ai pas envie de partir. Hein, alors, Polynice, qu'est-ce qu'il fait? Il va pactiser avec l'ennemi. Il part à la rencontre comment on va dire, des ennemis jurés de Thèbes, et va d'ailleurs épouser la sœur de l'un d'entre eux, puis il va lancer les 7 contre Thèbes. C'est la première attaque de la ville de Thèbes. Et cette expédition se termine très très mal pour tout le monde, hein, pour absolument tout le monde, mais y compris pour et Théocle et Polynice, qui sont tués tous les deux. Alors, Créon reprend le pouvoir et il décide de faire une sépulture à Éthéocle, mais décide de laisser le corps de Polynice aux oiseaux, hein, pour qu'il soit dévoré, mais qu'il n'ait pas de sépulture. Antigone ne supporte absolument pas cette idée, et que fait Antigone? Elle prend le corps de son frère et va lui faire une sépulture dans une grotte. Créon va alors l'enfermer dans cette grotte en lui disant si tu veux être avec lui, t'as qu'à rester. Pendant ce temps-là, Oedipe, qui était parti vers Colonne, c'est la banlieue aujourd'hui c'est la banlieue d'Athènes, hein, c'est au nord d'Athènes.
Oedipe, en fait, en gros, pour réparer ses fautes, et il sera en fait le porteur de la bonne fortune des champs. C'est lui qui va permettre les récoltes, qui va permettre, et c'est en tant que tel qu'il est encore aujourd'hui respecté par rapport à la mythologie. Mais je reviens à Thèbes. Quand les corbeaux qui commencent à dévorer le corps de Polynice tournent autour, des traces de sang bizarres apparaissent un peu partout. Et à ce moment-là, Créon décide finalement de ressortir le corps de Polynice pour le mettre dans une sépulture. Mais entre-temps, Antigone s'était suicidée. Et de fait, comme Antigone s'était suicidée, son amant, le fils de Créon, s'est suicidé lui aussi. Alors, vous voyez, il y a quand même pas mal de morts dans l'histoire. Hein. Et dernière chose, Ismène, la petite dernière, on n'en sait pas grand-chose. Mais en fait, il semblerait que Ismène ait aussi été assassiné par Tidée, qui n'aurait pas supporté son amour qu'elle avait pour un autre homme. Et bien voilà la fin des Labdacides. Voilà la fin de la peste. Voilà la fin du mythe. Beaucoup de morts. Mais que dire aujourd'hui, que dire maintenant? Oedipe n'avait pas de complexe d'Oedipe. Si vous avez bien entendu ce que je racontais, il n'a de cesse de s'éloigner de ses parents, ou du moins de ceux qui pensaient être ses parents. Mais interrogeons-nous aussi sur la mère, sur Jocaste. Premièrement, la question de l'infanticide se pose, en tout cas du désir de mort. La question de l'infanticide, c'est quelque chose dont on parle peu. Mais il y a encore autre chose. Souvenez-vous, c'est quand même elle qui a marqué son fils. Elle savait, quand Oedipe est revenu, que c'était son fils. Et pourtant, elle reste, elle ne dit rien. Pourquoi elle ne dit rien? Parce qu'elle serait obligée d'avouer qu'elle avait voulu le tuer. Elle aurait été obligée d'avouer l'infanticide. Elle aurait été obligée d'avouer peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, elle accepte le mariage. Et ils ont ensemble 4 enfants. Quand même. Alors, vous voyez, déjà là, il y a plein de pistes qui s'ouvrent ailleurs que dans ce qu'on connaît a priori. Et c'est pour ça que Freud, et je le citerai dans son abrégé de la psychanalyse, s'était permis de dire « Je m'autorise à penser que si la psychanalyse n'avait à son actif que la seule découverte du complexe d'Oedipe refoulé, cela suffirait à la faire ranger parmi les précieuses acquisitions nouvelles du genre humain. » Des abrégés de psychanalyse qui datent de la fin de sa vie. Voilà pour Oedipe. Alors, moi, je vais partir sur un repère théorique pour nous très intéressant de Lacan, sur la métaphore paternelle et le jeu de la bobine chez Freud et chez Lacan pour la séparation par rapport de la mère de l'enfant par rapport à la mère. Parce que devient la mythologie oedipienne dont Freud s'est servi pour rendre compte d'une expérience singulière recueillie à Vienne au début du XXe siècle, au sein de la bourgeoisie juive, si le père ou la mère ou les deux sont morts, si l'enfant est abandonné, s'il est confié à une institution, s'il s'agit d'un enfant dit naturel, d'un enfant adopté, d'un enfant né et élevé dans une autre culture, à une autre époque. Jacques Lacan, lui, a eu toute sa vie le souci de donner des repères universels, caractérisant l'être humain, en tant qu'il est un être parlant, valable sous toutes les latitudes,
à toutes les époques historiques et dans les époques les plus éloignées de la nôtre. On appelle ces repères, ce sont des repères structuraux, car ils se réfèrent à la structure de l'être parlant. Et très tôt dans son enseignement, Jacques Lacan a revisité les complexes d'Oedipe et les complexes de castration, et lui en a proposé une formule structurale assez connue sous le nom de la métaphore paternelle. Alors qu'est-ce que c'est ? Lacan n'abandonne pas totalement les mots de père et de mère, mais lui, il va leur préférer les termes d'autres de la loi ou d'autres primordiales. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, concernant la métaphore paternelle, du père comme bonhomme, lequel, par quelque côté, est toujours insuffisant, absent, carent, mais du père comme signifiant. Il est même important qu'il ne se prenne pas pour un père et qu'il se sache toujours insuffisant à la tâche. C'est-à-dire que la seule chose qu'il puisse transmettre, c'est sa propre castration. La castration, je le rappelle en tant qu'opération, est une opération symbolique. Alors, je vais déplier les 3 temps de cette opération symbolique. Donc, Lacan précise d'abord que le père est en position de gêneur. Il n'est pas tant encombrant par son volume, dit-il, que parce qu'il est interdit la mère. Comment il interdit la mère ? Eh bien, répond Lacan, comme elle est à lui la mère, elle n'est pas à lui l'enfant. Le père, donc, s'interpose symboliquement entre la mère et l'enfant. Ce faisant, le père est pour cela symbolique. Il frustre l'enfant de sa mère, puisque ce dernier voit que la mère est réellement au père. Dans le même temps logique, l'enfant imagine que le père, dit pour cela à ce moment-là imaginaire pour l'enfant, prive sa mère de lui, l'enfant en tant qu'objet de son désir. Lorsque la mère dit à l'enfant, ce qu'on entend parfois d'une mère à son enfant, « papa n'aimerait pas ceci, papa n'aimerait pas cela », celui-ci va découvrir, va entendre à cette occasion la notion essentielle qui structure le désir, comme ce qui soumet le désir de chacun au désir de l'autre. Si la mère, peut se dire l'enfant, reconnaît la loi du désir d'un autre, que son père n'aimerait pas ceci ou cela, d'un tiers, alors le désir de la mère est sans doute dépendant d'un objet tiers. Elle ne décide pas toute seule, pour le dire autrement. Le père, à l'occasion d'ailleurs, est supposé avoir ou ne pas avoir. C'est-à-dire que l'enfant qui jusque-là, dans être ou ne pas être le phallus de la mère, découvre que ce qui polarise le désir de celle-ci tourne autour de la question d'avoir ou pas le phallus. Cette relation de la mère, non pas à la personne du génitaire en tant que telle, mais à la parole d'un père, d'une instance tierce en fait, qui dit non, c'est la clé du complexe d'Oedipe et de castration revisité par Jacques Lacan. Il faut que la mère ne soit pas toute pour l'enfant, qu'il y ait un ailleurs. C'est-à-dire qu'au triangle imaginaire mère, enfant, phallus, va se substituer un triangle symbolique, le père, la mère et l'enfant. Quelque chose, énonce Lacan, détache le sujet de son identification au phallus et le rattache en même temps à la première apparition de la loi, sous la forme de ce fait que jusque-là, la mère est dépendante d'un objet qui n'est plus simplement objet de son désir, mais un objet que l'autre a ou n'a pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui existe quelque part. Ça peut être à l'occasion l'oncle, voilà. Qu'elle fasse, qu'elle signifie qu'il y ait quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est le deuxième temps de l'Oedipe, relu par Jacques Lacan, celui qui introduit l'enfant à la signification phallique. Donc, deuxième temps logique du complexe d'Oedipe pour Jacques Lacan, qu'il va situer du fameux jeu de la bobine, le jeu du Fordat, qui a été isolé par Freud, qui observait son petit-fils qui était dans son berceau, qui jouait avec une bobine attachée à un fil. On peut voir certains enfants jeter des objets comme ça, puis les reprendre si on observe. Donc, il jetait hors du berceau la bobine en criant « Oh !»
et il l'a ramené en criant « Ah ». Donc, Freud va observer et reconnaître, entendre dans ces deux phonèmes le mot allemand « forte », dehors, et « da », là. Donc, l'enfant se rend maître des allées et venues de la mère. Il va tenter de symboliser quand sa mère s'en va. C'est-à-dire que, conclut Freud, en la symbolisant par la bobine, contrairement à ce que voudrait le principe de plaisir, c'est garder la mère auprès de soi, il la jette au dehors. Jacques Lacan met le projecteur dès le début de son enseignement sur ce premier exercice de symbolisation chez le petit homme. Non seulement il symbolise la mère, il la métaphorise en son absence, en lui substituant la bobine, mais il a sorti son geste d'opposition à la phonétique O et A qui symbolisent les va-et-vient de la mère, sa présence et son absence. Il substitue à la chose perdue ces deux phonèmes. Il provoque donc la perte de celle-ci et lui substitue un signifiant. Il dira le mot et le meurtre de la chose. L'enfant va pouvoir mettre des mots, ces mots à lui. Et pour faire comprendre à son auditoire ce qu'il entend par sa métaphore maternelle, Jacques Lacan va s'exprimer en termes très imagés. Il se met à la place du bébé, jouant à la bobine dans le berceau, et lui prête sa voix. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? Je voudrais bien que ce soit moi qu'elle veuille, mais il est clair qu'il n'y a pas que moi qu'elle veut. Il y a autre chose qui la travaille. À l'occasion, le père, un travail, une occupation quelle qu'elle soit. Et c'est ce X, ce signifié des allées et venues de la mère, ça c'est le phallus, si vous voulez. Et donc c'est dans ces termes très imagés que Jacques Lacan a introduit la formule abstraite de sa métaphore paternelle. L'enfant métaphorise à ce moment-là l'ailleurs. Vous voyez que Jacques Lacan ne s'exprime pas qu'en termes de phonèmes. Et donc ce n'est que dans le troisième temps de l'Oedipe que le père, là, intervient en personne pour séparer l'enfant de la mère. La mère, donc, ayant fondé le nom du père, donc cet ailleurs, comme médiateur de quelque chose qui est au-delà de sa loi, de son désir, de ce qu'elle énonce elle seule, de son caprice, en ayant introduit ainsi l'enfant à la dialectique de l'autre, la question se pose alors, et alors seulement pour l'enfant, de l'avoir ou pas, ce phallus d'être l'objet de la mère. C'est ici, là, à ce moment précis, que Jacques Lacan situe l'incidence du complexe de castration. C'est-à-dire qu'il ne s'appellerait pas complexe de castration, dit-il, s'il n'était pas posé qu'on puisse ou ne pas l'avoir. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas le seul à pouvoir combler la mère à ce moment-là. C'est en cela que la castration, en tant qu'opération, est symbolique. C'est-à-dire que la mère a pu symboliser à l'enfant qu'il y avait un ailleurs, que lui. Il n'y a pas que lui. Et ce n'est que dans ce troisième temps de l'Oedipe que le père intervient alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en personne. Dans le temps précédent, tout se passe en fait dans le temps de la mère. Et ça dépend en fait de la façon dont la métaphore paternelle a fonctionné ou dysfonctionné pour la mère elle-même. C'est-à-dire que pour elle-même, il faut qu'il puisse laisser la place au père pour qu'il y ait possibilité d'un ailleurs. Dès qu'elle a introduit et investi le père de l'attribut phallique, il faut qu'à ce moment-là, le père, ou cet ailleurs, en fasse la preuve, autant qu'il intervient, dit Jacques Lacan, comme celui qui l'a ou non, et surtout pas celui qui l'est. Et que là, il peut se produire quelque chose qui réinstaure l'instance du phallus comme objet désiré de la mère. C'est seulement dans la symbolisation que la mère en fait, dans la place qu'elle va laisser à l'ailleurs, à un autre. Et non plus seulement comme objet l'enfant, dont le père peut la priver. Notons que Jacques Lacan parle du phallus comme d'une instance, ce qui en fait bien autre chose. Il ne s'agit pas du tout là ici du pénis, du père. La valeur structurante de cette symbolisation de la loi réside dans le repérage du désir de la mère. Il faut qu'elle désire ailleurs. On le voit parfois, ces mères toutes où il n'y a que l'enfant qui existe.
ça enferme. Dès lors, l'enfant comme la mère s'inscrivent dans la dialectique de l'avoir. La mère qui ne l'a pas peut le désirer auprès de celui ou celle qui le détient. Et l'enfant va pouvoir, à ce moment-là, le convoiter où il se trouve, c'est-à-dire que sa mère n'est pas tout à lui ou tout à elle, et qu'il peut aller désirer ailleurs. Et non pas répondre simplement, si je le dis autrement, à la demande de la mère. Donc jusqu'à présent, il s'agit de l'enfant, vous avez entendu, il n'y avait pas de distinction de sexe, et c'est dans ce troisième temps logique, et dans ce temps seulement, que le destin de la fille et le destin du garçon se séparent. C'est-à-dire que le garçon va renoncer à être le phallus de sa mère, celui qui va la combler, qui sera amené à tout faire pour plaire à sa mère, qui va pouvoir faire autre chose et vivre sa vie, ce que la mère en soit privée. Il va s'identifier à celui qui l'a. Il va s'identifier au père, et puis il va attendre d'être grand pour pouvoir convoler à son tour. La fille va opérer les mêmes renoncements envers sa mère et consentement que le garçon, et elle va rencontrer la dialectique de l'avoir sur le mode de ne l'avoir pas. Elle pourra s'identifier à celle qui ne l'a pas et rivaliser avec elle, l'enjeu étant le phallus du père. La signification phallique étant acquise, elle pourra le convoiter ailleurs. Donc la remise en place du phallus est donc structurante, mais elle est aussi et surtout rassurante pour l'enfant. Du même coup, cela permet que s'endame le deuil de la complétude, cette complétude père-mère-enfant. Le signifiant du phallus venant en quelque sorte symboliser la totalité rendue impossible, séparation, du fait de parler. C'est cette parole qui invalide de ce fait toute opération qui viserait à venir faire comble au manque dans l'autre. Dans le séminaire L'envers de la psychanalyse, Lacan compare le désir de la mère à la gueule ouverte d'un crocodile, et le phallus à un bâton qui, s'il est bien placé, et c'est là que le personnage paternel a tout son rôle à jouer, empêche la gueule de la mère de se refermer sur l'enfant, qu'elle soit à des moments toute enferme et emprisonne l'enfant dans son seul désir, qui serait l'enfant en tant que phallus, c'est-à-dire en tant que valorisation pour elle-même. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'attendez pas à la fin pour intervenir. Moi, ça ne me pose pas de problème, et que ce soit vivant d'ailleurs dans cet échange. Donc, on voit ici que Jacques Lacan s'exprime de façon très claire. Cette gueule, cette mère qui pourrait être toute et refermée, si elle est elle seule, c'est elle qui décide pour l'enfant, en quelque sorte. Donc, faire du nom du père un signifiant a de plus l'avantage de rendre compte de la métaphore paternelle, c'est-à-dire du complexe d'Oedipe, et cela permet de nous orienter aujourd'hui face aux nouvelles possibilités offertes par la science. C'est-à-dire que nous pourrons peut-être, dans une autre intervention, continuer sur ce sujet, parce qu'il y a plein de choses à en dire, la sortie de l'Oedipe pour la fille n'étant pas la même que pour le garçon. La question se pose à ce moment-là différemment. Et là, je vais laisser Michel. Non, c'est moi. C'est toi ? Non, c'est pardon. Parce que je vais reprendre. Refaire ce que tu viens de raconter. On commence par le schéma R, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, on va essayer de voir un peu comment tout ça s'organise. Bon. Je crois que... Là, ça y est, je crois que j'ai trouvé. D'accord. Voilà. Vous m'entendez ? Ouais. Voilà. Alors, ce que Emmanuel vient de nous raconter, je vais essayer de vous le résumer sur un schéma. Un schéma qui nous a été proposé par Lacan lui-même. Alors, vous allez réentendre tout ce que Emmanuel vient de nous raconter, et on va partir de... Vous entendez bien ? De ce premier lien qu'il y a entre la mère et l'enfant. Qu'on soit bien d'accord, quand l'enfant vient de naître, il y a une espèce de symbiose
qui est tout à fait normal au moment de la naissance, dans les jours, les semaines qui suivent. Mais cette dimension génère chez l'enfant, alors il y a tout ce travail qui est tout à fait intéressant aussi à reprendre, c'est la question de l'allaitement à ce moment-là, cette question de la dévoration, de toutes ces pistes-là. Mais ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est la jouissance de la mère. Emmanuel vient d'en parler déjà. Ce qui fait jouir la mère, c'est l'enfant. À ce moment, l'enfant est ce qui fait jouir la mère. Il est. Mais à un moment donné, l'enfant commence à se rendre compte que la mère part. La bobine, le fordat, qu'il va tenter de symboliser avec son jouet. Alors tu évoquais l'enfant qui récupère, mais on peut aussi prendre ce qu'on trouve dans les publicités, où on voit l'adulte ramasser l'objet et le redonner à l'enfant, qu'il rejette par terre et qu'il remet. Je l'ai vu plusieurs fois dans les pubs. Et c'est le moment où l'enfant va s'illusionner qu'il a ce qui fait jouir la mère. Mais, là encore, et on va garder dans un premier temps le modèle, j'allais dire, hétéronormé, il y a un père. Et la mère va désirer du côté du père. Et à ce moment-là, intervient quelque chose de tout à fait intéressant. Ce triangle-là, ça vous évoque quoi? L'Oedipe, évidemment, dont je vous ai longuement parlé tout à l'heure. L'Oedipe, c'est le moment où, la mère a laissé de la place au père par rapport à l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant n'a plus ce qui fait jouir la mère. Et effectivement, je vous le reprends dans l'écriture de Lacan, l'enfant est du côté du manque, de la castration, du moins fille, du moins phallus. Il nous offre aussi une première définition de son système réel, symbolique, imaginaire. Le réel, l'imaginaire, cet imaginaire primitif, le symbolique, dans lequel l'enfant a pu accéder. Mais je vais déjà commencer à lancer une première piste par rapport à ce qui nous intéresse ce soir, sur les parentalités. Ici, je vous ai dit que j'ai mis un modèle hétéronormé. Mais ici, on peut mettre une autre femme. Alors, comme souvent c'est appelé la deuxième maman. D'ailleurs, est-ce que c'est une maman, là? Mais enfin, en tout cas, c'est souvent appelé comme ça que je l'entends moi en séance. Mais ça peut être aussi le travail, l'emploi. Ça peut être Dieu. Ça peut être plein de choses, finalement, ce qui vient faire cette séparation. Mais cette séparation fonctionne grâce à quoi? Grâce à une chose, le langage. La position, effectivement, de l'intervention est une position de langage, une position de discours. Et sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Je vais m'arrêter là. Tu veux dire quelque chose du côté du nom du père? Un petit quelque chose, oui. Un petit quelque chose du signifiant du nom du père? Oui. Alors, le signifiant... On m'entend un peu? D'accord. Le signifiant du nom du père, vous en avez certainement déjà entendu parler, en fait. C'est quelque chose qui sert d'antienne en psychanalyse, notamment en psychanalyse lacanienne. Il y a du signifiant du nom du père par-ci, et il y a du signifiant du nom du père par-là, en fait. Encore plus fort. Un petit peu plus fort. Donc, alors, les psychanalystes, en fait, souvent oublient ou ne savent pas, en fait, que le concept de signifiant du nom du père est quelque chose que Lacan a également emprunté à la sociologie, à l'anthropologie notamment,
On trouve ça dans la préface que Lévi-Strauss a rédigée à la parution d'un ouvrage de Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie. Donc, en fait, il y est question d'un signifiant qui serait insignifiant. Donc, ou dans le texte, d'un signifiant à valeur zéro. C'est donc qui permet à la pensée symbolique de s'exercer. Chez Lacan, il s'agit donc d'un pur symbole. Pour donner une illustration relativement simple, sans doute un peu trop simpliste, on va prendre un cas de figure. La mère qui nourrit son enfant au sein, la tétée. Alors, pour traiter de ça, justement, j'utilise, je ne le mets pas au tableau, mais un outil que Lacan a développé qui s'appelle le graphe, en fait. Le graphe, en fait, c'est deux courbes. C'est une courbe qui représente la jouissance pulsionnelle de l'enfant, et l'autre courbe, c'est celle de la chaîne des signifiants, tous les signifiants, le trésor des signifiants. Donc, le bébé est tout à la jouissance pulsionnelle de la tétée, et pendant ce temps-là, sa mère lui chante des chansons, lui raconte des choses, ou lui dit « Tiens, t'as faim, ou t'avais pas faim, ou tu manges pas beaucoup aujourd'hui ». Précisons bien que pour l'enfant, il s'agit d'un pur charabia. Ça ne veut rien dire. Hein, c'est de la musique, si on veut dire. Donc, simplement, pour que ça fonctionne, à un moment donné, il faut qu'il y ait un accrochage. Sinon, les deux courbes fonctionnent chacune pour elles seules et on n'aboutit à rien. Cet accrochage entre les deux courbes qui se fait, on ne sait pas très bien comment, en fait, porte également le nom de signifiant du nom du Père. Alors, qu'on parle de signifiant du nom du Père, Lacan devait faire un séminaire là-dessus, qui a été empêché, qui s'appelait Les noms du Père, en fait. Donc, le signifiant du nom du Père n'est pas un signifiant unique, il peut y en avoir plusieurs. Lacan a donné peu de... On trouve une référence dans la préface que Lacan a rédigée pour l'éveil du printemps de Wendekin. Et dans cette préface, il donne un des noms du Père, celui de l'homme masqué. Pour moi, l'homme masqué, c'est un catcheur canadien, mais bon, ça, c'est pas les mêmes, a priori. Donc, il faudrait parler des noms du Père. Donc, vous voyez que c'est quelque chose, finalement, en fait, qui est assez fragile, sans doute, pour ça qu'il y a quand même besoin d'être un peu multiple. Et c'est aussi quelque chose, justement, qui permet le développement d'autres choses, qui permet à la pensée la possibilité de se faire. Donc, en fait, c'est quelque chose, c'est un peu un squelette, en quelque sorte, et c'est quelque chose qu'on peut habiller de 36 façons différentes. Donc, on peut l'habiller de la figure archaïque du pater familias. On peut aussi l'habiller de la figure plus sympathique des nouveaux pères, ceux qui font le ménage, ou des dads, des papas copains, quoi, en fait. Donc, pour ce qui en est des problèmes de nouveauté dans la parentalité, je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit, probablement que le risque serait de lui donner trop d'importance. Je vous ai lu tout à l'heure un petit truc totalement abscon, sans intérêt sur la parentalité. C'est pour ça que j'essaie d'aller assez vite tout à l'heure là-dessus. En même temps, parce qu'en allant un peu vite, on entend le fait qu'il y a un problème, que ça tourne à quelque chose que quelqu'un a appelé la novlangue. C'est quelque chose qui tourne comme ça. Où on entend finalement, figure d'attachement principale, moi j'y entends une jouissance pulsionnelle de la langue. Et cette fois-ci, la question se pose à ce moment-là d'une perversion dans la langue. Et rappelons quand même qu'à partir du moment où il y a une novlangue, il y a nécessairement un Big Brother. Et ça n'est pas un nom du Père sympathique. Voilà, j'ai fini. Alors, pour terminer un petit peu sur ce que nous venons d'évoquer, on l'entend très souvent dans notre clinique, encore plus lors de la naissance d'un premier enfant, où tout à coup, il y a des difficultés dans le couple parce que la mère est tout à son enfant et délaisse le père, et c'est bien souvent l'occasion de consultation. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle un peu plus. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce que Freud a amené très tôt, et ce qui est intéressant et ce qui nous amènera après à parler des études sur le genre.
c'est cette notion de bisexualité psychique. Donc, c'est un terme issu du darwinisme et de l'embryologie qui est repris par Sigmund Freud comme un concept central de la doctrine psychanalytique de la sexualité, 1905, pour situer dans 3 essais sur la théorie sexuelle, avec les théories de libido et de pulsion. Donc, ce terme de bisexualité psychique est utilisé pour désigner une disposition psychique inconsciente propre à toute subjectivité humaine, dans la mesure où celle-ci est fondée sur l'existence donc de la différence des sexes, c'est-à-dire pour le sujet, sur la nécessité d'effectuer un choix sexuel, soit à travers le refoulement d'une des 2 composantes de la sexualité, soit à travers l'acceptation de ces 2 composantes, soit à travers un déni de la réalité aussi de la différence des sexes, ce qui nous amène à la perversion. En 1937, Freud revient sur cette idée de disposition de bisexualité psychique dans Analyse terminée et Analyse interminable, selon laquelle chaque sexe refoule ce qui concerne le sexe opposé, c'est-à-dire envie du pénis pour la femme, rébellion pour l'homme contre sa propre féminité et son homosexualité latente. Donc, ce sont les successeurs de Freud, et notamment la 3e génération psychanalytique mondiale. Pour situer un petit peu, il y a Donald Winnicott, Robert Soler, qui apporteront une solution nouvelle à l'énigme de cette bisexualité, soit en creusant à partir du phallocentrisme l'étude de la sexualité, en étudiant ce qu'on appelle les troubles de l'identité sexuelle, à partir d'une séparation beaucoup plus radicale que celle opérée par Freud, entre la sexualité, c'est-à-dire au sens biologique et anatomique d'un côté, et le genre. Le genre en tant que représentation sociale et psychique de la différence des sexes. Donc Freud, déjà, 1889, masculinité et féminité relevaient davantage d'une construction que d'une quelconque essence, ce qu'amènent les théories féministes en 1970. Donc, bien des années avant Simone de Beauvoir, il écrivait, je cite, « Il répond à la spécificité de la psychanalyse de ne pas prétendre décrire ce qu'est la femme, tâche dont elle ne pourrait guère s'acquitter, mais d'examiner comment elle le devient. Nul doute qu'un débat sur ce thème entre ces deux-là aurait été passionnant. C'est-à-dire que, mieux que Beauvoir, il ouvre à ce trouble dans le genre, ce gigantesque chantier portant sur la naturalité du genre. C'est-à-dire qu'il anticipe cet individu contemporain dont il est question aujourd'hui, qui s'affranchit des dictates du corps et des normes imposées et qui maîtrise son destin. La pensée humaine, structurée depuis toujours à partir de la contestation de la différence des sexes, doit aujourd'hui faire son aggiornamento. Il ne s'agit pas d'un déni de réalité. C'était pour vous réveiller un peu. Personne ne remet en cause l'évidence naturelle, biologique de la différence mâle-femelle au fondement de la vie, mais chacun examine comment, à partir de cette réalité-là, se construire et surtout se mettre en relation. Quand même la base de la parentalité. Et ainsi faire en sorte que l'anatomie ne soit plus un destin. Donc, de façon très rapide, ça nous amène aux origines d'un petit balayage du côté des études sur le genre, dont la première démarche a été de faire éclater les visions essentialistes de la différence des sexes, c'est-à-dire ce qui consiste à attribuer des caractéristiques immuables aux femmes et aux hommes, en fonction le plus souvent de leurs caractéristiques biologiques. La perspective anti-essentialiste est au cœur de la démarche de Simone de Beauvoir, quand elle écrit dans Le deuxième sexe, en 1949, toujours pour situer un peu, « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essence de la féminité, ni d'ailleurs du masculin, mais c'est un apprentissage tout au long de la vie des comportements socialement attendus d'une femme
ou d'un homme. Autrement dit, les différences systématiques entre hommes et femmes ne sont pas le produit d'un déterminisme biologique, mais bien d'une construction sociale, comme l'avait déjà repéré Freud dans sa notion de bisexualité psychique. Donc, nécessité de différencier le sexe anatomiquement et physiologiquement déterminé, et le genre, qui renvoie à l'expérience de soi comme homme ou femme. Donc le sexe renvoie à la distinction biologique entre mâle et femelle, tandis que le genre renvoie à la distinction culturelle entre les rapports sociaux, les attributs psychologiques et les identités des hommes et des femmes. Le premier est un donné invariant, tandis que le second est contingent et peut être modifié par l'action politique. C'est ce qui a permis toutes ces études sur le genre, et de nommer d'ailleurs, de ne plus parler de sexe, mais de genre. Donc, la célèbre formule de Lacan qui dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel traduit un fait qui tient place de réel pour Lacan, qu'il n'y a pas d'inscription pour l'être parlant d'un côté ou de l'autre de la sexuation, surtout pas à partir de la rencontre sexuelle et de ce qui pourrait assigner chaque être à son genre ou à un ensemble quelconque par rapport à la sexualité. On pourrait considérer qu'il existe une certaine conception du genre dans le premier moment phallocentré de la théorie lacanienne, même si le phallus laisse à chaque sujet la possibilité de s'y identifier comme il veut. Donc il n'y a pas de modèle, encore moins de normes quant à l'usage du phallus. Cela ne sera plus le cas lorsqu'il promouvra une clinique borroméenne, dont a parlé rapidement Michel tout à l'heure avec l'imaginaire, le réel et le symbolique. Alors, curieusement, je vais parler des auteurs queer qui ne parlent pas justement de cette théorie dans la critique qu'ils font de la psychanalyse, où la perspective de la jouissance ouverte par le dernier enseignement de Lacan, perspective qui renvoie aussi à leur statut de semblant par rapport à la jouissance, aussi bien le phallus que le nom du père, qui est ignoré par ses auteurs. Donc c'est l'enseignement même de Lacan qui permet de vérifier qu'il n'y a rien de plus queer que la jouissance elle-même, et qu'en aucun cas la psychanalyse ne cherche à faire entrer cette jouissance dans une norme qui établirait ce que doivent être les choses pour chacun des sexes. Donc c'est une capacité subversive de la psychanalyse, donc parle plus longuement Xavier Sarez dans Théorie queer et psychanalyse. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut observer, et on va terminer un petit peu notre propos là-dessus, dans le fonctionnement de notre vie sociale, nous ne pouvons constater aussi que l'affaiblissement, sinon même de la disparition de ce qui hier encore faisait norme commune, de ce à quoi nous nous référons aussi en dehors et en dedans de chacun de nous, et qui était habituellement transmis par la tradition. Donc c'est constater la rupture d'avec le fil de la tradition, ainsi que l'avance Hannah Arendt n'équivaut pas pour autant à la regretter. Faire fi de ce constat, en revanche, empêche de prendre la mesure du désarroi pour certains. Même si ce qui se passe est loin d'être récent, ce qui est récent et nouveau, c'est que nous semblons aujourd'hui avoir atteint le point de non-retour. Et la rupture, c'est à ce point consommé qu'il n'est pas incongru maintenant de parler d'acte de décès de la société hiérarchique, ainsi que l'identifient les auteurs de l'ouvrage paru il y a peu, sous le titre des révolutions invisibles. Mais peut-être, Yves, as-tu quelque chose à... Michel ? Oui, non, je ne vais pas parler de ce bouquin. Je vais... Oui. Effectivement, et c'est un petit peu pour terminer notre propos, évoquer quelque chose qui est je veux dire, un petit peu dans le monde politique et dans le monde de la psychanalyse. C'est un petit peu le déclin de la fonction paternelle, parce que c'est un petit peu un sujet un petit peu tarte à la crème. Alors je vais vous lire là le début de la 4e de couverture de Michel Thor dans un bouquin qu'il a publié en 2005, Fin du dogme paternel. Je le cite. « Le discours sur le déclin du père est devenu un lieu commun. Ce diagnostic sur la faillite de la fonction paternelle est porté au nom de la psychanalyse qui statuerait sur les atteintes aux fonctions symboliques vitales pour le psychisme humain et les déstructurations actuelles.
la montée du pouvoir redoutable des mères mettrait en péril la bonne traversée de l'Oedipe. La tâche de la psychanalyse est plutôt d'interpréter ce discours angoissé, en renversant les termes du problème. Le père est une construction historique, solidaire des formes traditionnelles de la domination masculine, qui assure au père le monopole de la fonction symbolique. Cette figure patriarcale, en crise depuis le début de la modernité, est en passe de céder la place, dans les sociétés démocratiques actuelles, à de nouveaux arrangements des rapports de parentalité. Mais la fin d'un père, le père du patriarcat occidental, est la fin d'un monde, pas la fin du monde. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur un certain nombre d'axes qu'on voit là apparaître dans ce que disait Michel Thor. C'est par exemple Didier Dumas, qui reprenant les lois de 1970 sur l'autorité parentale. Alors, pour Didier Dumas, qui était psychanalyste, la loi sur l'autorité parentale est clairement une décapitation des hommes par eux-mêmes. Pour le dire autrement, les députés hommes, à ce moment-là, à l'Assemblée, qui ont voté cette loi, ont eu peur d'assumer une place de père, devenant alors de bonnes mères. Allons un tout petit peu plus loin. Alouche, Schneider. L'État se transforme en État-mère. Souvenons-nous quand même que nous parlons depuis un certain nombre d'années, depuis une guerre, de mère-patrie. Mais souvenons-nous que nos voisins allemands utilisent un terme tout à fait différent. Vaterland. C'est quand même assez intéressant. Vous avez compris, c'est bien du côté du père qu'on met l'État du côté allemand. Bon, alors revenons à cet État maternel. Cet État maternel, cette bonne mère est très intrusive parce qu'elle est capable d'intervenir jusque dans le fonctionnement des familles. Mais alors, est-ce que c'est vraiment et seulement des interventions maternelles ? La deuxième moitié du XXe siècle donc était celui de l'égalité entre les sexes. Du moins, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire déjà. Alors, si un homme, un père, change son bébé, pousse le landau, est-ce qu'il devient une mère pour autant ? Une mère bis comme je m'étais proposé de les appeler lors d'un congrès il y a de longues années avec les sages-femmes. Les mères bis. Non, ce ne sont pas des mères bis, parce que bien sûr, c'est d'autre chose dont il est question. Bon, en tous les cas, cette question du déclin de la fonction paternelle est au cœur des querelles entre les freudiens et les lacaniens. D'une part, mais surtout, c'est une querelle entre les différentes mouvances lacaniennes. Alors, la fonction paternelle, c'est du côté du langage, de la parole. Une parole soutenue par une personne, par la société, dans une position tierce. Alors, je terminerai avec Michel Thor. La place est libre dans la société pour d'autres cours de la parentalité, dans lesquels une autre version de la psychanalyse s'est déjà inscrite de longue date, à partir de son expérience pratique, et non du recyclage du père de la religion. J'aurais pu aussi vous parler, mais peut-être Michel va le faire, de Safouan, donc je vais lui laisser la parole, sinon je reprendrai cette piste tout à l'heure. Toujours pareil, pas de questions, vous pouvez intervenir dès à présent. Non ? La famille est donc ce dispositif qui alimente en individu la société. Quelle société ? Quels enfants pour quelle société ? Y a-t-il encore une société ? Le dispositif du village Yoruba est-il compatible avec une société néolibérale ? On connaît la formule célèbre de Thatcher « There is no such thing as society where are only individuals, women and men ». Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus.
La fabrique d'individus est en marche, on le voit, dès l'intérieur de la famille. L'iPhone ou le smartphone divise la famille en autant d'individus, chacun avec son smartphone. Ce qui m'amène à une question qui m'a paru fondamentale et remarquable parce que du coup, en posant la question, je n'avais pas la réponse. Quelle est la place du smartphone dans le complexe d'Oedipe ? Tu veux dire quelque chose encore, non ? Alors, je ne sais pas, ou peut-être tu veux dire encore quelque chose. Voilà. J'avais envie de reprendre. Donc, Safran, dans Civilisation post-oedipienne, évoque Lacan. Ah, c'est un peu, voilà. Donc, il fait référence aux conférences et aux écrits des années 70. Jacques Lacan avait déjà souligné plus d'une fois que le complexe d'Oedipe n'a pas de sens à une époque qui n'a plus le sens de la tragédie. Comme il a pointé le fait qu'une fois le père réduit à un objet partiel, le nom du père n'a guère plus de poids qu'une fiole de sperme. À l'heure actuelle, une révision s'impose aux analystes de leur position dans le monde, ce qui ne saurait se faire sans un retour sur le freudisme et son enchevêtrement avec la culture. Voilà, je trouvais que c'était quand même une belle façon aussi d'introduire la question des sciences, de la science et de la science qui rend tout possible, et la question que ça ne peut pas ne pas nous poser. Et pour terminer, alors, ce qui est important, c'est que la psychanalyse ne peut pas se poser en disant il faut faire comme ceci ou comme cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle permet la parole. Elle permet, il y a encore un espace où s'exprimer, où évoquer ce que représentent les choses pour une clinique du 1 à 1 et pas de quelque chose qui serait rangé définitivement. Et qui permet, c'est un processus créatif en fait. Et c'est ça qui est bien différent. Et là où on voudrait nous enfermer dans des normes ou dans des étiquettes. Alors, il y en a qui la connaissent déjà, mais pour une petite blague un petit peu rigolote, même si elle n'est peut-être pas à propos vraiment de ce sujet, mais voilà, il y a une petite fille qui est dans son bain, et il y a son frère avec elle, et puis ils jouent, et puis elle dit à sa mère, mais moi j'en veux un aussi, en montrant le zizi de son frère. Et sa mère lui répond, si t'es sage, tu en auras un. Et la petite fille lui répond, et si je ne suis pas sage, eh ben tu en auras plein. Voilà. Merci de votre attention. Après, voilà, si vous avez des questions ou même de débattre, ça serait enrichissant. Voilà, en effet, l'échange est donc ouvert. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions respectives. Je tenais la place